Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir, bonsoir les copains, c'est excellent et c'est votre rendez-vous du dimanche soir sur Sud Radio à l'écoute de ceux qui ont choisi l'excellence comme chemin, tout simplement. C'est une comédienne multiple de nos petits écrans à la scène de nos théâtres. Marie Fugain s'est fait son nom à elle, c'est une évidence. Et nous pouvons d'ailleurs tous aller la voir dans la toute dernière pièce de Didier Caron, Un conseil d'amis, en cours actuellement au Studio Marigny, où elle chauffe les planches, aux côtés notamment de Christian Vadim. Qu'est-ce que ça implique de monter sur scène? Est-ce que c'est une mise à nu totale et complète? Je vais lui demander pour vous, chers auditeurs, et plus encore. Bonsoir Marie Fugain. Bonsoir Judith. Lui aussi, vous l'avez découvert sur nos petits écrans au tout début des années 2000, et puis pas que, de Canal+ à Nova. Ariel Wiesman a su nous enchanter, et surtout il a su se réinventer, ce qu'il fait à nouveau depuis quelques temps, puisque cet homme de médias les a quittés pour se transformer en homme d'affaires aux côtés de son acolyte Jonathan Sibony. Ils ont lancé en France la marque chinoise Miniso, et a priori c'est un gros carton. Pourquoi cette reconversion, ce nouveau chemin? Vous qui nous écoutez, restez avec nous, vous allez le savoir. Bonsoir Ariel Wiesman. Bonsoir. Bienvenue à tous les deux sur Sud Radio, et c'est excellent, chers auditeurs, vous êtes ici chez vous, bienvenue. Alors Marie Fugain, je l'ai dit à l'instant sur Sud Radio, vous remontez sur scène au Studio Marigny avec Christian Vadim dans la toute dernière pièce de Didier Caron, Un conseil d'amis. On vous écoute un petit peu. Je suis la femme de Boris. Je sais plus où est la vérité. Un conseil d'amis. Un conseil d'amis. Un conseil d'amis. Venez voir la pièce. Voilà, un conseil d'amis, tout simplement. Voilà, vous avez l'air de bien vous amuser, Marie Fugain. Ah ben, on s'amuse parce que d'abord, on est amis dans la vie, tous les quatre, avec Manuel Gélin et Juliette Méniac, qui est la femme de Manu dans la vie. D'accord. Et on a fait une tournée d'environ 35 dates. Ouais, ça cartonne. Ah, ouais, qui s'est passé admirablement bien. On s'est marré, c'était barre de rire sur barre de rire. Surtout que quand on faisait les trajets en voiture, les garçons étaient derrière, les filles devant, les garçons pionçaient, c'était Ekel et Jekyll derrière. D'accord. Voilà, et les filles faisaient le reste. Et, comme d'habitude, quoi. Voilà, eux, ce qui les intéressait, c'était de manger, en fait. C'est-à-dire qu'avant de jouer, ils regardaient où on allait manger et ils regardaient le menu. Ils ont entièrement raison. Mais bien sûr qu'ils ont évidemment. Ce ne sont que des ventres. Mais non, mais c'est comme ça qu'on est sage. Épicurien au possible. Donc non, on s'amuse comme des fous et on s'amuse sur scène aussi. Et ce qui est génial, c'est que les gens après nous disent, on sent vraiment que vous êtes amis, en fait, on la ressent l'amitié. D'accord. Bon, donc c'est un plus, vachement. Bah oui. Alors une pièce comique qui reprend un thème de société qui nous concerne a priori tous, les couples qui se font et parfois se défont a priori. Dans ce cas, le comique il naît de l'ordinaire finalement aussi, d'une situation qu'on a l'habitude de vivre. Toujours. Du coup, qui devient un peu absurde aussi, non? Bah ça c'est l'absurdité. C'est les couples, mais le thème de la pièce c'est surtout l'amitié. C'est est-ce qu'on doit faire confiance à un ami? Est-ce qu'on doit écouter tout ce qu'il nous raconte? Est-ce qu'on doit répéter? Est-ce qu'on a les bons amis? Est-ce qu'on a les amis qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite nos amis? Alors est-ce que vous allez répondre à cette question? Qui se ressemble s'assemble ou pas? Marie Fugain. Moi j'ai des amis extraordinaires depuis 35 ans, les mêmes. On est une bande de 10 filles. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la pièce, je peux pitcher ou pas? Bien sûr, allez-y. En fait, Alain, qui est joué par Manuel Gélin, vient voir Boris, son meilleur ami, qui est joué par Christian Vadim, pour lui demander un conseil parce qu'il veut quitter sa femme et qu'il sait pas trop comment s'y prendre. Donc Boris va lui donner quelques conseils et en fait, le problème, c'est qu'Alain n'a pas bien compris. Et quand il va en parler à Julie, sa femme, qui est jouée donc par Juliette Méniac, il va balancer un nom, comme ça, sans réfléchir, mais il va balancer le nom de Boris, en fait. Ah. Donc, non seulement elle se fait quitter, mais pour un mec. D'accord. Donc, c'est très particulier dans la vraie vie, parce que c'est arrivé à plein de gens, ça. Oui, effectivement. Et ça va être, ça va être un tsunami dans la vie des deux couples, parce qu'a priori, entre Boris et Claire, mon personnage, ça fonctionnait plutôt pas mal, donc voilà, ils vont se poser plusieurs questions. Donc plus que l'absurde, en fait, c'est l'inattendu qui crée le rire aussi là dans cette situation pour le coup. Ah oui, c'est l'inattendu, c'est la spontanéité qui engendre quelques catastrophes. Des quiproquos, des mensonges. C'est ça, exactement. Etc. Mais c'est génial parce que c'est comme une bonne soirée improvisée en fait. Sauf que là, ça se passe pas exactement comme prévu. Ça se passe pas tout à fait bien. Non. Et alors c'est une histoire de rythme aussi, j'imagine. Sur à la scène. Comédie, il y a jamais un moment de silence. Si, il y en a parce qu'il y a quelques scènes d'émotion, mais la comédie c'est à une seconde près quoi. C'est une respiration, c'est. Est-ce qu'il y a des portes qui claquent? Écoute, je pense que j'ai peut-être fermé la porte un peu fort hier soir, ouais. Vous avez normalement le bon théâtre comme ça, il y a des portes qui claquent. Oui, il y a des portes qui claquent. Mais on fait attention parce qu'on n'a pas envie de se prendre le décor sur la tête non plus. Mais oui, il y a tout. Didier, l'écriture de Didier est très fine. Il y a pas
pas de mots en trop. D'ailleurs, on doit coller au texte parce que c'est lui. Puis c'est Oui, lui il n'y a qui pas est- d'impro du tout. Non. D'accord. Ça bouge pas le soir avant de monter sur non, scène. non, pas du tout. Surtout pas. Il veut D'accord. pas. Il veut Ok. pas. Et je comprends. Au début, je me suis dit, oh là là, c'est un peu. Et en fait, quand on le fait comme il nous le demande, c'est-à-dire de jouer un drame qui va être un drame comique, mais un drame, on joue un drame, et l'histoire et les personnages vont faire Elle est que ça va dramatique. être drôle. Ouais. Mais il nous a toujours dit, vous vous cantonnez à faire un drame. Cette histoire-là est pas drôle. Elle est à la base, elle est triste. Et les mots feront le reste. D'accord. Et vous n'avez pas de mal à ne pas rire sur scène, justement, quand c'est dramatique de temps en temps? Mais si, parce que je suis avec 3 clowns. Mais j'ai du mal parce que je sais quand ils sont, quand je vois le truc qui brille dans l'œil et je me dis bon, ouais, regarde ailleurs, 2 secondes. Vous avez déjà eu un fou rire sur scène, Marie Fugain? Ah, mais j'en ai eu plein. Plein. Alors quand il y a un Comment vous fou faites rire, dans ces cas-là, ouais? je suis totalement inutile. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut pas compter sur moi. Ok. Je pleure. Voilà, D'accord. je pleure de rire et je baisse la tête comme une Et andouille. c'est communicatif, en général, le public, il se marre aussi, non? Ouais. C'est Quand ça. il sait pourquoi. Ouais. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Bah non, parfois il Ouais. sait pas. Et la comédie, c'est particulier parce qu'on attend le rire, en fait, de son public. Donc, quand mais le rire n'arrive pas, qu'est-ce que ça vous fait? Eh ben, il faut enquiller tout de suite. Enquiller, Il faut, c'est ça. ouais, C'est le rythme qui revient. il faut surtout pas attendre et non, il faut être sérieux et droit. Est-ce que c'est votre exercice préféré, finalement, de faire rire, Marie Fugain? Je crois que oui. Oui. Ouais, Parce que j'aime vous ça. avez testé différents styles, quand même. Et du Bah, à coup, la télé, ils m'ont fait que pleurer, de toute ouais, façon. c'est ça. Donc, plutôt dramatique en général. je passe mon temps à chialer à la télé. Mais là, j'aime tellement ça, en fait. Recevoir immédiatement, donner et recevoir immédiatement. Ouais, Ça, c'est automatique. quelque chose. C'est magique, quoi. Ah oui, c'est cadeau de Noël direct. Alors jouer la comédie, ou jouer en général, ça permet de jouer justement 1000 vies, d'une manière pour vous, on l'imagine, de créer votre propre réalité aussi, et le temps d'une pièce d'être totalement ailleurs. C'est une grande liberté finalement. Mais Marie c'est Fugain. exactement pour ça que je Ouais. fais ce métier, moi. J'ai commencé à l'âge de 7 ans parce que je voulais me vous avez commencé déguiser. tôt, ouais. Ouais, j'ai commencé avec Jean-Pierre Cassel Ah oui. et dans un film qui s'appelait La vie continue de Moïse Mizrahi avec D'accord. Annie Girardot. Ouais. Mais j'avais 7 ans, donc bon. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens parce que j'ai invité ma mère au restaurant chinois après. Enfin, je croyais que je l'invitais. En fait, mon argent était bloqué. D'accord. Mais elle me l'a pas dit. Elle a été très gentille. Mais moi, je voulais faire que ça. Je voulais être cow-boy quand j'étais petite. D'accord. Donc, mon film préféré, c'est Les 7 mercenaires. Ok. Et je voulais être la 8e. Ok. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'un jour, ma première agente, mon premier agent, comme on dit, c'était Myriam Bru. C'était la femme d'un des 7 mercenaires. D'accord, incroyable. C'est-à-dire Ah que Le oui. paradis total. c'était Le incroyable. rêve, Horst Buchholz. becomes reality. C'est le beau cavalier à la fin là qui Oui, tape oui, l'incruste. c'était le cow-boy allemand, quoi. C'est ça, Horst Ouais. Buchholz. Et c'était mon agent et je lui parle encore aujourd'hui. C'est drôle. Ah ouais, mais moi je veux faire que ça, moi. Ouais. Et les rôles pour moi c'est une façon de faire 1000 métiers. C'est Comme ça. j'ai pas été très très loin après la fac, ça me permet d'être tout. Je peux être médecin, je peux être avocate sans avoir rien fait. Ouais, et vous y croyez en plus quand vous le faites. Bien sûr, et les gens y croient. C'est ça le truc. En même temps, pour que les gens y croient, faut y croire soi-même. non? Absolument. Alors revenir sur les planches, enfin vous les avez pas vraiment quittées. Finalement, une fois qu'on est dessus, on les quitte jamais. Marie Fugain, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le théâtre, peut-être que ça imprime plus presque que le petit écran justement, que le rapport à la caméra, c'est très différent. D'abord, on peut faire du théâtre effectivement toute sa vie. Une pièce, ça peut durer longtemps. Enfin, c'est ce qu'on souhaite en général, hein, plusieurs mois, puis une tournée, puis on peut revenir sur Paris après. Quand on tourne un téléfilm, maintenant, c'est 15 jours, dans le meilleur des cas. Sinon, parfois, c'est 5, selon le rôle. Ouais, ça va vite. Et quoi. ça va vite, et on n'en enchaîne pas parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a Puis peu il y a de aussi pas téléfilms. le même rapport à la voix et au public. Hein, Ah, c'est tout totalement. bêtement. Mais les deux exercices sont super intéressants. Ouais. Qu'est-ce que Il y a- vous préférez? J'aime les deux. Ok. Honnêtement, j'aime les deux. On joue pas pareil, c'est beaucoup plus intimiste à la télé, pour une caméra, avec une petite équipe. Au théâtre, on est obligé de porter. Moi, j'aime ça. En plus, j'ai une voix très grave et je sais que, en gros, on m'entend dans une salle. Donc, moi, je me régale sur les deux. Mais c'est vrai que là, je suis au théâtre pour l'instant. La tournée plus Paris là, je suis aux anges. Je suis super heureuse. Qu'est-ce que c'est votre meilleur souvenir sur scène, Marie Fugain? Oh, sur scène, ce sera sûrement celui de ce soir. Mais je sais pas, j'en ai plein. J'ai souvent eu des partenaires vraiment géniaux. J'ai des souvenirs avec Juliette, puisque c'est notre deuxième pièce ensemble. Christian, c'est notre troisième. Ouais. Vous êtes une fidèle.
Oui, puis ce que j'aime, c'est que quand je suis avec des gens comme Juliette, des femmes comme Juliette, je suis avec des femmes, il n'y a pas de coups en douce, il n'y a pas de femelles, il n'y a pas tout ça. Les rapports humains La sororité fonctionne, on voulait dire. Absolument. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, et moi, c'est vraiment super important. Je ne peux pas partir en tournée ou travailler avec des gens avec lesquels ça se passe pas bien. Je suis super malheureuse et je préfère quitter le projet, en vrai, vraiment. Tiens, je vais vous poser la même question qu'à Marie, Ariel Wiesman. Qu'est-ce que c'est votre meilleur souvenir de télé, vous, ou de scène d'ailleurs, votre meilleur souvenir? Vous en avez plein aussi. Mais il y en a tellement. Alors, moi, je dois le dire, ça me manque pas du tout. Ni ça, ni d'ailleurs le théâtre que j'ai fait. Moi, enfin, j'ai commencé le théâtre, j'avais 40 ans. Et le plus dur pour moi, ça a été les répétitions, parce que le premier metteur en scène avec lequel je travaillais, c'était John Malkovich. Oula. Donc, ouais. Bon courage. Quand vous arrivez sur scène et que vous répétez devant John Malkovich, c'est beaucoup plus dur que d'une première devant un public. Quoi. Oui, je comprends, ouais. Donc, non, mes meilleurs souvenirs, je sais pas, on a vécu des trucs de dingue, par exemple, pendant le Festival de Cannes. C'est complètement, époque, ouais. Mais inracontable. Il y a des choses, mais il y a des choses. Ce qui est marrant avec la télé, mais pas seulement ça, avec la notoriété ou avec cette espèce d'emballement qu'on connaît autour de soi à un moment lorsqu'on fait ce genre de métier, c'est que les situations sont complètement absurdes, quoi. Et on passe d'un truc à l'autre. Et tiens, il y a le président de la République. Ah non, là, il y a le. Et c'est des choses. Et en fait, tout ça, on se dit, ah là, il faudrait que je l'écrive, c'est tellement génial. Et puis ça vous passe. Et puis ça passe avec tout le temps. Et il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, en particulier quand on faisait l'émission La Grosse Boule sur Radio Nova avec Édouard Baird, et des choses qui étaient incroyables, et on me les a racontées parce que je ne m'en souvenais plus du tout. Vous en viviez trop, en fait. Voilà, exactement. Il y en avait trop tous les jours, et c'était le disque dur tenait pas, quoi. Donc voilà. Mais pour autant, oui, je ne regrette pas du tout tout ça, et j'estime au contraire que c'était une chance incroyable d'avoir vécu tout ça. Et puis c'est une chance aussi d'en sortir. C'est comme Las Vegas, quoi. Living Las Vegas. Parlons vrai sur Sud Radio et en comédie avec Marie Fugain et l'ancien journaliste et présentateur devenu entrepreneur, chers auditeurs, Ariel Wiesman. On revient juste après ça. Surtout, vous restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, chers auditeurs. C'est un bon choix. C'est excellent ce soir, comme tous les dimanches, avec la comédienne Marie Fugain et l'homme d'affaires ex-journaliste animateur Ariel Wiesman. Alors, Ariel Wiesman, comme je l'ai dit en présentation de cette émission, vous êtes connu du public, notamment car il vous a beaucoup vu sur Canal+, on va y revenir tout à l'heure. Mais le sujet qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, Ariel, c'est que vous êtes devenu entrepreneur. Oui. Vous avez cofondé avec vos comparses Jonathan Sibony et Nicolas Ray la branche française de la marque chinoise d'accessoires Miniso. Pourquoi ce choix d'une franchise pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ça, c'est la première question que j'avais envie de vous poser. D'abord parce que c'est plus simple d'avoir une marque qui marche que de lancer une marque en se disant les gens vont adhérer à ma vision, etc. Là, c'était une marque qui, quand on l'a prise, avait 1800 boutiques dans le monde. Aujourd'hui, elle en a 6000. C'est peut-être la franchise la plus en expansion dans le monde en ce moment. Dans une centaine de pays, et donc on savait. Et puis moi je suis pas du tout un consommateur, je suis vraiment un déconsommateur, et en me promenant en Chine, je rentre là-dedans et je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Je veux dire, je suis tombé dans un trou. Vous êtes mis à acheter, je suis sorti avec des paquets, etc. Et donc, c'est toujours bien de pouvoir défendre quelque chose qu'on aime et qu'on comprend et qui vous touche. Et donc, Miniso, dès le début, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'apporter ça aux Français, parce que c'est comme un concept store, c'est comme le plaisir qu'on avait à visiter un Colette ou quelque chose de ce genre-là, mais avec des choses qui sont accessibles à tout le monde. Et aussi le fait que ça soit une marque aussi puissante, ça permet, c'est comme Nike, ça permet des expérimentations dans tous les sens, ça permet de lancer des produits inhabituels. Vous en faites, vous, des lancements de produits? Ou c'est que eux qui proposent les produits? Vous créez des choses aussi? Alors oui, par exemple, là, on a connecté Miniso et Smiley, parce que vous savez que Smiley, le fameux sourire jaune, c'est français. Et ça a fêté ses 50 ans là, cette année, enfin l'année dernière, en 2022. Effectivement, on les connecte avec des créateurs français. Donc, dans quelques mois et quelques années, on verra des tas de collabs Miniso avec des artistes français. Qui seront votre impulsion, du coup. Voilà, exactement. Et on va fonder un studio. Et puis, il y a les Jeux Olympiques qui sont une grande échéance pour Miniso dans les temps qui viennent. Donc, on essaie d'avoir
plein de boutiques quand les Jeux Olympiques commenceront. Alors si on vous écoute, vous vous baladez dans ce magasin, vous achetez plein de trucs et tout, donc c'est une marque chinoise, mais ça aurait pu être une marque japonaise ou russe. À l'origine, ou whatever. Absolument, c'est une marque qui a été fondée par un Japonais et un Chinois, qui sont normalement deux peuples qui ne sont pas forcément solubles l'un dans l'autre. Et là, le business était chinois et la créativité était japonaise au départ. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment chinois, parce que ce qui se passe, c'est que la culture asiatique est en train de prendre le pas sur la culture américaine dans l'influence sur la jeunesse dans le monde. Dans la K-pop et tous ces trucs-là. Ouais, il y a la K-pop, il y a, si vous regardez la street food, tous les petits restos japonais de rue comme ça, coréens, le bubble tea, tout ça, ça a une influence très très forte sur tous les jeunes qui ont moins de 25 ans. Et puis il y a les animés, il y a le manga, évidemment, qui sauve l'édition en France même. Et donc, non, mais c'est vrai. C'est fou quand on y pense. Bah ouais, mais oui, c'est dingue. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'Asie. Pour plein de raisons, parce que c'est une culture très ancienne et en même temps, ils se sont jetés dans la modernité d'une manière... Enfin, pour moi, c'est l'exotisme suprême. Et voilà, et j'ai toujours admiré... la résilience de tous ces pays, la Thaïlande, la Corée, etc. Et je trouve que la Chine, qu'on critique beaucoup, a quand même, par son système industriel, pas forcément son régime politique, mais a sorti tellement de gens de la pauvreté. Et aujourd'hui, lorsque on voit certaines grandes chaînes qui peuvent être nos concurrentes, on se rend compte que ça donne accès à énormément de gens à des produits qui étaient hyper chers avant. Et donc, il y a cette dimension-là que j'aime bien. Oui, parce que c'est ça, Miniso, c'est la qualité à des prix abordables, quoi. Oui, très abordable même. Parce que c'est vrai que les gens se disent « Ah, made in China, c'est pas la qualité ». Non, pas du tout. Je veux dire, un iPhone, c'est made in China. C'est ça, beaucoup de choses on paye juste 3 fois plus cher. Voilà. Sauf que lorsque on travaille avec des marques chinoises, on peut apporter pour beaucoup moins cher des produits extraordinaires sur le marché français. Et je dis ça, je sais très bien que il va y avoir des critiques, mais c'est toujours de l'à peu près la critique. Il faut regarder vraiment les choses de près. Et aujourd'hui, nous, Miniso, ce qu'on propose, c'est souvent plus de design, plus de qualité, plus un meilleur packaging, une meilleure identité de marque et toutes les licences qu'on a, c'est-à-dire Sanrio, Hello Kitty, Marvel, etc., etc. Tout ça, on le met au même prix que nos concurrents et on offre tout ça en plus, quoi. Et donc, nous, on est très fiers de nos produits. Ouais. C'est une vraie expérience, exactement. Alors, Miniso, c'est 4200 boutiques dans le monde en 7 ans, donc là, ça a plus maintenant, évidemment. Et puis vous, en 3 ans, enfin un peu moins de 3 ans, puisque vous avez lancé le concept en 2020 et malgré le Covid, vous êtes à 17 boutiques aujourd'hui. Comment ça se fait que ça marche comme ça? C'est à cause de tout ce que vous venez de nous dire, c'est que justement tout d'un coup les gens ils ont l'impression qu'on se fout moins d'eux en fait, peut-être tout bêtement. Oui, vous avez raison. Alors la dernière boutique vient d'ouvrir Gare du Nord et la prochaine ouvre à la Défense là. En fait, lorsqu'on a ouvert, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. On était comme ça, tout feu tout flamme. Le confinement venait de se terminer. On se disait, ça va être dur, il n'y a personne dans les rues, etc. Et on ouvre la porte de la boutique le premier jour et on voit une file de... je sais pas, peut-être 150 mètres comme ça devant devant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des fans de Miniso qui étaient tout simplement les gens qui avaient voyagé dans le monde et qui avaient trouvé ces boutiques-là inoubliables. Alors, pas forcément en Chine, mais parfois en Thaïlande, parfois au Maroc, dans des endroits comme ça. C'est dans le monde entier, du coup. C'est dans le monde entier. C'est très marrant parce que de temps en temps, on réunit tous les Miniso du monde. Alors, il y a le Miniso de Mongolie qui parle avec le Miniso de la Jordanie. Enfin, c'est très, très marrant. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec une file comme ça de gens, 300 mètres pendant 3 semaines. Et en fait, là, on s'est rendu compte, mais en fait, on a prévu pour 3 mois des marchandises, elles sont épuisées. Et paf, il y a eu le deuxième confinement qui est arrivé. Et pour tout le monde, c'était une malédiction. Vous réapprovisionner, en fait. Ça c'était plutôt une bénédiction. Voilà, exactement. On s'est dit, mais
Ouais. Ah là, mon Dieu. Et là, on a appris qu'on se prenait des tartes dans la gueule quand ça marchait, quoi. Et que ça peut être dangereux d'avoir une boutique vide. Bon, et petit à petit, on a appris comment exactement gérer cette abondance qu'il faut, parce que nos boutiques, ce qu'il faut, c'est la couleur, c'est l'abondance, c'est vraiment le truc asiatique. Hein. Il faut que tout soit disponible, abondant, que ça donne du plaisir. Et c'est ce que moi, j'ai toujours aimé dans les boutiques Miniso, et on est très fiers de l'apporter à nos clients. Alors, Ariel Wiesman, vous avez dit, je vous cite, que la société est à bout car c'est un problème de désir. Est-ce que vous pensez que recréer ce désir justement à travers cette forme de consommation, tout aussi qualitative et peu chère soit-elle, est-ce que c'est un des éléments qui vont pousser à la redynamisation, merci, de la société? Oui, parce que bon, alors les gens m'ont reproché de citer Deleuze pour vendre des produits chinois. Ben, ok, il n'y a pas de problème, j'assume complètement. En même temps, vous êtes français. Hein. Ouais, mais le problème de désir, on le voit parfaitement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parlait avec Marie de ChatGPT, on en parlait. Hors antenne. En fait, on donne aux gens tout ce qu'ils veulent et on le leur donne pratiquement gratuitement. On le leur donne en flux. Ils peuvent aller le prendre n'importe où sur Internet. La disponibilité n'est plus un problème. Et donc, aujourd'hui, c'est le désir qui s'émousse. Pour tout d'ailleurs. On voit dans les relations humaines, Tinder, etc. C'est le désir qui s'émousse. Et donc moi je pense que dans un monde où l'intelligence artificielle va apporter tout ce qui est flux intellectuel, musical, des mots, des images, etc., en masse, il n'y a rien de mieux qu'un objet qu'on peut toucher, quoi. Et c'est vrai que les imprimantes 3D, elles arrivent, mais elles arrivent beaucoup plus lentement que tout le reste pour détruire un peu ce désir. Et on le voit, nous, on voit des gens qui kiffent, quoi, qui sont dans la boutique, qui kiffent ce moment qu'ils passent. On a des familles qui viennent une fois par semaine comme si c'était un parc d'attractions. Et c'est un plaisir, ça donne beaucoup de plaisir. Vous vous reconnaissez là-dedans dans ce manque de désir et cette envie de retrouver des choses qui vont vous le recréer, Marie Fugain? Bah, à vrai dire, moi, depuis le départ de ma petite sœur, je me suis mise un petit peu en retrait d'une certaine réalité qui va plus avec avec ce que j'ai envie de vivre. Donc, j'essaye de créer ma bulle parce que je me dis, écoute, je sais pas trop si on a 1, 2 vies, 3 vies, je sais rien, mais en tout cas, celle-ci, je suis dedans, là, en ce moment. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit plutôt douce et drôle. Ou, en venant chez Miniso, par exemple. En venant chez Miniso, mais je savais pas que c'était toi, mais moi, souvent, je suis rentrée dedans dans les gares. Souvent, il y a, je sais plus quelle gare dans Paris il y a. Maintenant, vous allez faire beaucoup plus attention, Marie. Ah, mais je vais rentrer en hurlant Ariel. Gare de Lyon, gare Montparnasse. Appelez-moi le directeur. Et c'est vrai que le désir, j'attends pas que quelqu'un me le donne, enfin me le crée. Je me le crée moi-même. Et je sais avec quoi, ce que j'ai envie de voir, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui me correspond. Et voilà, mais il faut apprendre à se connaître aussi pour ça. Ça prend un peu de temps, ça. Hein. Ouais. Il faut être un peu ouvert aux autres pour savoir ce qui nous fait du bien. Ariel Wiesman. Oui, non, c'est vrai qu'il y a une lassitude générale à l'égard de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que le shoot que les gens se font, c'est le luxe. Voilà, on a vraiment l'impression qu'en achetant un sac Vuitton, on se met la dose maximale, quoi. Et en fait, ça marche pas sur moi non plus. Moi, en fait, je pense que je suis un gamin du Maroc, de la banlieue, etc. Je le suis resté, quel que soit mon état de fortune, qui a varié. Et en fait, je kiffe ce que je vends, par exemple. J'aime ça. Voilà. C'est aussi pour ça que ça marche. Hein. Oui, et il y a quelque chose aussi qui est très important dans cette culture asiatique et dans Miniso, c'est ce qu'on appelle, nous, le cute. Et le cute, c'est simplement... Si vous prenez ce verre-là que je tiens en main et que vous dessinez des petits yeux et une petite bouche, il va paraître mignon alors que ça n'était qu'un verre. Et chez les enfants, mais aussi chez les jeunes filles, beaucoup, le désir d'avoir des choses
qui les rassurent, qui sont presque des relais émotionnels. C'est très fort et ce cute là, nous, c'est ce qu'on vend. Bravo, merci Ariel Wiesman. Et ben voilà, ce soir. Wiesman et Miniso. Voilà, c'est excellent sur Sud Radio et on revient dans un instant avec l'actrice Marie Fugain et le businessman, j'ai envie de dire, même si j'arrête pas de fourcher, chers auditeurs. Ariel Wiesman, on vous retrouve dans un instant. Merci. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent avec la comédienne Marie Fugain et l'ancien animateur devenu entrepreneur Ariel Wiesman. Marie Fugain, on vous écoute encore un petit peu sur Sud Radio. Alexia, vous pouvez pas le laisser s'en tirer comme ça. Il doit payer pour ce qu'il a fait. C'est l'associé de Marc. Andréoni? Ouais, papa, c'est Anna. Dis-moi, tu peux m'en dire un peu plus sur l'associé de Barbier, tu sais, les fameux Je ne connaissais pas. Pourquoi tu t'intéresses à lui? L'affaire Barbier se précise. Anna, je t'interdis de t'occuper de cette affaire. Pourquoi? Mais parce que t'es pas flic, t'as pas à te mêler de ça, c'est tout. Écoute... Écoute, reste à ta place, crois-moi, c'est mieux. Attends, hier, Andréoni était un enculé, aujourd'hui, il faut le laisser tranquille. C'est quoi, t'as peur de lui ou quoi? Célia s'occupait d'ateliers d'équithérapie à la clinique. On traite certaines pathologies au contact des chevaux. Mais on m'a dit qu'elle travaillait dans un haras. Oui, depuis 6 mois. C'est moi qui l'ai présentée au propriétaire. Mais Célia était une belle personne. Elle aimait donner du temps aux autres, de l'attention. Je comprends pas qui a pu... Vous étiez amis? Non. Proche peut-être, mais... Célia était quelqu'un de très secret. Elle parlait jamais d'elle, ni de son passé. Putain, Marie, mais 3 mecs! Je vais maîtriser la situation. Écoute, il faut bien que quelqu'un paraisse malheureux. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je viens de te le dire. Une couille? Oh, il y a 2 couilles. Elle a un mec. Je serai pas violent. Allez, je t'embrasse. C'est qui ce mec? L'ami idéal en 3 pièces. Exactement. Marie Fugain, vous êtes reconnue alors? Allez-y. Alors, j'ai reconnu le premier extrait qui était Anna Meyer. Ouais. Pour quand j'avais tourné pour M6, c'était vraiment super cette série, un genre d'Erin Brockovich. Anna Meyer, assistante de choc, ouais. C'est ça, ouais. J'avais adoré faire ça. 2006, ça. 2006. L'extrait. Ouais. Et puis. Il y a eu un extrait de Joséphine, mais j'ai eu beaucoup de mal à vous trouver dedans. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à vous trouver dedans. Donc on a pris ce qu'on trouvait effectivement. Et ensuite, c'était. Qu'est-ce que je viens de dire? L'homme idéal de Xavier Gélin. Oui, l'homme idéal de Xavier Gélin. Ça, c'est un de vos premiers rôles, hein, en 97, au cinéma, quoi. Oui, au cinéma. Voilà. J'ai pas fait énormément de cinéma parce que malheureusement, ici, quand on passe par la télé, ça existe encore ce clivage? Oh bah oui. Alors là, et puis qu'on me raconte pas l'inverse, à part avec les comiques et les Miss Météo, mais au moins j'ai jamais vu le contraire. Hein. D'accord. Puis, mais bon. Parce que là, dans ce film-là, justement, vous êtes avec Pascal Légitimus, en l'occurrence, que j'ai reçu. Ce qui est très drôle, surtout, c'est que Xavier Gélin, qui était donc le réalisateur, et le frère, était le frère de Manu Gélin, avec qui je suis sur scène en ce moment. Tout à fait. Et en fait, c'est comme ça que je connais Manu, c'est parce que mon père et son frère étaient très amis et qu'ils avaient bossé ensemble quand mon père était plus jeune. Votre papa, Michel Fugain, je le dis quand même pour les auditeurs en passant. C'est un jeune chanteur. Alors, comment est-ce que vous choisissez vos scénarios, justement? Qu'est-ce qui vous attire dans un rôle? Par moment, on va pas se mentir, je choisis pas, je prends. Enfin, quelqu'un qui dit la vérité. Non, mais je vais pas faire. Il y en a vraiment marre de ces actrices qui disent je sais pas, je sais. Non, mais en plus, personne les lit pour moi. Je vais même être super sincère, c'est que quand on va faire un casting, en général, on nous donne pas le scénar. D'accord. Voilà. Alors, peut-être pas à mon niveau, pas dans la télé. De toute façon, le général de scénar est toujours pas fini d'être écrit, donc voilà, il est fini la veille. Je reçois beaucoup de scénarios. Non, mais voilà, j'ai pas envie de me la jouer. Je suis super demandée, et mon Dieu, c'est génial. Non, enfin, il y a des moments où j'ai galéré et j'ai pris ce qui passait parce que à la télé et au cinéma, il y a des modes. Et puis, il y a le parfum du mois, le parfum du trimestre ou du semestre. Et Dieu merci, j'ai jamais été à la mode, en fait. Donc, Dieu merci. Bah oui, parce que sinon je serais démodée. Et ça fait plus de 40 ans que je... Pensez que quand on est à la mode, on est forcément démodé un jour, Marie. Un jour, les gens font les mauvais choix et ils veulent un nouveau goût, oui. Et ils veulent faire de la pub sur une nouvelle personne. Donc le secret pour durer, finalement, quand on est comédienne, c'est de pas être à la mode, de durer dans le temps. C'est-à-dire de pas être sur le pic de célébrités qui débarquent. Je crois. C'est la longue respiration, quoi. En tout cas, c'est mon expérience m'indique ça. Et à la télé, c'est d'être numéro 2. Ouais. Ah oui? Bah oui, de jamais être le numéro 1 d'une émission, d'être le numéro 2. C'est pour ça que vous avez duré longtemps, vous, comme ça? Oui, exactement. Moi, j'ai jamais voulu... Enfin, j'ai eu des émissions à moi, comme l'appartement, etc. Mais je veux dire, non, j'aimais bien être numéro 2. Ça me plaisait bien. Je trouvais
Comme ça, quand on parle des audiences, c'est pas à vous qu'on s'adresse. Non, mais bon, je trouve que c'est pas mal dans la vie de se mettre un tout petit peu en retrait. Il y a toujours des gens qui veulent être dans la lumière. Voilà, le porte-bouclier. Mais bon, ça sert à rien. Alors jouer en général, jouer un rôle, c'est une implication de chaque instant. Hein, quand on est sur un tournage, quand on monte sur scène tous les soirs, comme vous le faites en ce moment. Alors là, je sais que vos enfants ils sont grands maintenant, Marie-Fugain, mais forcément c'est une question qu'on a envie de vous poser et de poser en général aux femmes qui font ces métiers-là. Comment est-ce que vous faites pour concilier les deux, surtout quand vos enfants ils étaient plus petits? C'est pas toujours simple. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est faisable? Alors c'est faisable quand on est aidé, parce que moi, depuis que je suis rentrée du Canada en 2016, je suis seule avec mes enfants. Oui, parce que vous étiez en couple là-bas. J'étais en couple là-bas. Enfin, j'étais en couple depuis 15 ans, puis voilà, c'est terminé là-bas. Donc j'ai l'immense chance, et je vais lui dire encore à quel point je l'aime, d'avoir ma maman sur la même propriété que moi. J'allais vous demander si vous préfériez les Ukrainiennes ou les Philippines. J'ai ma mère. On vit tous au même endroit. On parlait des nounous, hein, évidemment. Oui, chers auditeurs. Et ce qui fait que quand elle bosse beaucoup pour l'association qu'on a, évidemment, Laurette Fugain. Mais on est sur la même propriété. Et quand, en ce moment, je suis à la fois à Marigny, puis un peu en tournée, avec notre pièce. Vous avez des ados quand même, donc ils veulent quand même de l'attention. J'en ai surtout un qui est retourné au Canada faire ses études. Donc j'en ai un qui a 16 ans qui va encore en cours. Enfin, qui n'a pas pu aller ce matin parce qu'il n'y avait pas de train. Merci d'ailleurs. Et puis, donc là, voilà. J'ai mon frère aussi. En même temps, il n'y a pas de train le dimanche, Marie-Fugain. Ben non, il n'y a pas de train le dimanche. C'est normal. Bah oui, mais je suis un peu en décalage horaire. Et non, mais j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Donc maman, je t'aime. Et parce qu'elle écoute l'émission. Donc maman, je t'aime. Vous êtes très proche de vos parents? Je suis très très proche géographiquement de ma mère. J'ai toujours été très proche de ma maman pour 1001 raisons. Voilà, on a eu quelques moments compliqués après ma sœur, mais voilà, la vie suit son cours et un papa et une maman, on n'en a qu'un et quand on les a, on en profite. C'est bien vrai. Alors, on disait, revenir sur scène, être sur scène, c'est une prise de risque en fait. Et la prise de risque, non, c'est pas une prise de risque. Moi, je veux bien, mais enfin, je pourrais bosser à la mine tous les jours et faire une opération à cœur ouvert sur un mec sans jamais le réussir. Non, mais pour moi, c'est ça une vraie prise de risque. En fait, je sais pas si. Voilà, les caches, c'est bien. Ouais, non, mais je veux dire, quand. Enfin, moi, ça me fait toujours rire quand j'entends des gens qui parlent comme ça, parce que honnêtement, j'arrive au théâtre, je me maquille, je me coiffe, j'enfile mon costume et je vais faire. Et si vous avez un trou sur scène complet, si j'ai un trou, j'ai trois personnes avec moi qui peuvent me sauver. Et ça m'est déjà arrivé. Donc c'est ça qui sauve en fait. Et bien sûr, change tout aussi. C'est de s'écouter entre nous, c'est d'être hyper près les uns avec les autres, hyper proches les uns des autres, mais c'est de pouvoir compter sur son partenaire. C'est ça. Mais on prend pas de risque. Moi, je ferais décoller un avion, j'aurais plus peur pour mes passagers que quand je suis sur scène pour les spectateurs. Bah, je suis sûre que le pilote, il vous dirait qu'il prend pas de risque non plus. Hein, donc, ouais, a priori. Il en prend plus que moi, en tout cas. Mais c'est vrai que prendre des risques. Vous l'avez fait, vous, en quittant les médias. Vous m'enlevez ma transition, là, enfin. Ah, bah, allez-y. Donc, quitter les médias pour lancer une marque chinoise comme Miniso en France, sans oublier l'engagement financier. Hein. On imagine qu'il va avec, bien parce qu'il faut quand même s'engager totalement. Ça vous est pas étranger, la prise de risque, pour le coup, là? Moi, je suis quelqu'un de très insouciant, donc je suis capable de prendre des risques en n'y pensant pas vraiment. Me dire, oui, c'est marrant, tiens, on va faire ça coûte. Ah oui, bon, d'accord, ok, on va le faire. Et si vous en avez conscience? Et si j'en ai conscience, je peux paniquer et ne rien faire, donc je préfère rester insouciant dans un état comme ça, un peu d'enfance, mais quand il faut se concentrer, il faut le faire vraiment et assurer les arrières. Donc oui, parfois, on est là, on se dit, tiens, on vient de signer un chèque de 800 000 €. Ah, d'accord. Mais en fait, oui. C'est vertigineux quand même. Ouais. Et en fait, surtout, ça rend humble parce que on réalise qu'on a peut-être parfois répondu oui à des questions genre est-ce que c'est risqué de monter sur scène, alors qu'en fait, ce qui est risqué, c'est d'investir, c'est la vraie vie, c'est de créer des emplois, c'est de signer des CDI, etc. C'est dingue. C'est un truc assez fou. Et de temps en temps, je me dis bon, quand même, on a créé une centaine d'emplois.
c'est cool. On a fait un truc sympa et on a créé une petite famille, comme étaient d'ailleurs les familles quand on tourne un film, quand on tourne une émission, etc. C'est une petite famille qui se crée. Mais là, c'est vous le responsable, quoi. Et c'est marrant. C'est vous le pater. Ouais. Alors, votre conversion, elle a impliqué aussi une formation de dirigeant. Vous êtes retourné sur les bancs de l'école, Ariel Wiesman. Oui, un petit peu. C'est des petites formations. Ça dure 3 semaines, comme ça. C'est pour vous de vous retrouver tout d'un coup sur les bancs de l'école. Excusez-moi. Oui, c'est vrai que. La télé, quoi. Bon. Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes journaliste déjà et lorsque vous passez souvent à la télé, les gens ont un a priori que vous savez tout, que vous êtes meilleur qu'eux sur telle chose. Alors, mais quel est ton avis sur tel truc? Il y a un type qui s'y connaît vachement et tout, et là vous dites non, je pense vraiment que la Russie là, il déconne et tout le monde dit ah oui, non, la Russie déconne. Bon, enfin, je trouve que c'est complètement absurde. On est projeté devant des micros, devant des caméras, etc. Et on apprend au fur et à mesure. Effectivement, moi, j'ai cette technique. Si vous me dites de faire un truc sur la Corée du Sud dans 10 minutes, je vais trouver, je vais donner l'illusion. Mais ça, c'est propre aussi au métier des journalistes. Voilà, c'est un métier de plasticité. Et il faut aller chercher les infos. Voilà, il faut être humble, quoi. Il faut dire, en fait, oui, vous nous donnez un petit peu trop d'estime. En fait, ce qu'on sait faire, c'est bien présenter les choses. Ce qu'on sait faire, c'est faire rire au bon moment. Ce qu'on sait faire, c'est parfois être impertinent là où tout le monde se tait. Mais c'est pas extraordinaire ce qu'on fait. En revanche, lorsque vous vous asseyez dans une école de commerce, pour ne pas la nommer, et qu'on vous raconte les risques, quelle est la dimension dynamique de l'argent, qu'est-ce que c'est qu'un prêt, qu'est-ce que c'est qu'un besoin de fonds de roulement, enfin tout ce qui fait la vie quotidienne des gens, parce que les gens n'auraient pas de salaire s'il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et que vous vous dites, tiens, je vais me lancer là-dedans, et je vais plus être juste le ludion qui passe sur les écrans le soir pour détendre les gens. Là, c'est un autre truc, et c'est marrant, et c'est intéressant, et c'est responsabilisant, et voilà, et ça vous rend heureux, a priori, hein? Oui, mais moi, de toute façon, il y a je suis heureux avec très peu de choses. Et là, oui, je suis heureux parce que j'ai des enfants géniaux, j'ai une femme géniale, et parce que j'ai créé un boulot étrange, mais finalement qui est passionnant. Un boulot, c'est beau ça. Mais c'est super parce qu'en fait, parmi les gens qui auraient pu, faire un métier artistique et puis se lancer dans totalement autre chose après, il l'a fait vraiment, de la base, quoi. Il s'est pas lancé juste avec son nom, en profitant de la notoriété pour sortir une marque. C'est ça qui est bien, c'est que tu es allé vraiment jusqu'au bout, tu as repris tes études pour apprendre le métier. Moi, je me retrouve dans des espèces de grands raouts du retail où il y a des gens qui font de l'immobilier commercial, des trucs qui m'étaient complètement étrangers, et pour eux, je suis rien de spécial, quoi. Et donc, je suis obligé de repartir de zéro, mais effectivement. C'est une preuve de respect du métier aussi, du nouveau métier que tu as. Exactement. Pour eux, c'est ça. Et puis, ce qui me rend le plus heureux, c'est quand je suis dans une boutique Miniso et que je vois tout le monde heureux, quoi. C'est excellent sur Sud Radio ce soir avec Marie Fugain, la comédienne, et l'entrepreneur Ariel Wiesman. Restez là, on revient pour la fin de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, comme chaque dimanche. Si vous ne rejoignez, pas de panique, il vous reste un quart d'heure avec l'actrice Marie Fugain et Ariel Wiesman à la tête de la marque Miniso pour la France. Alors Marie Fugain, vous avez joué, vous avez écrit aussi, vous avez écrit ce livre, Moi on ne m'a jamais demandé comment j'allais, pourtant Laurette était ma sœur, qui est sorti aux éditions Michel Lafon en 2012. Un livre qui touche au cœur sur votre sœur Laurette, qui est décédée de la leucémie dans vos bras en 2002. Et pourtant, personne ne vous a demandé comment vous alliez, c'est ce que vous nous dites. Oui, parce qu'en fait, quand elle est partie, les gens venaient beaucoup me demander comment allait mon père. Bah oui. C'est mec connu de la famille, ça intéresse de savoir comment un artiste souffre, s'il souffre ou pas. Et c'était ça non-stop. J'avais un petit frère qui avait à l'époque 9 ans. Et moi, en fait, les gens partaient du principe que j'étais grande, j'avais ma vie, quoi. C'était bon, j'allais... c'était un tremblement de terre comme dans n'importe quelle famille. Et il y avait une espèce de hiérarchie de la douleur établie par les gens autour de nous. Et les gens autour de vous, le public en général? Tout le monde? Tout le monde. Ouais. Tout le monde. Et ce que j'entendais souvent, c'est « Ah, mais toi, t'es grande.
Mais je suis grande, mais ça change quoi? Surtout qu'elle est quand même décédée dans vos bras en plus. J'étais avec elle, c'est ça. Moi, j'aurais toute ma vie le son qui s'arrête, en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de bruit, il n'y en a plus du tout. Mais bon, maintenant, ça fait 20 ans, j'apprends à vivre avec. Mais c'est pour ça que j'ai eu... Enfin, un jour, il y avait l'éditeur de mon père qui était avec nous dans une soirée et on parle un peu comme on fait dans les soirées. Et je lui dis, mais voilà, moi, on m'a jamais demandé comment j'allais. Et il me dit, mais pourquoi tu l'écris pas? Je dis, je vais pas écrire à chaque fois que je fais une phrase, je vais pas écrire un bouquin. C'est pas parce que je fais une tarte que j'ouvre une pâtisserie non plus. Enfin, faut se calmer le pompon 2 secondes. Il me dit, non, mais peut-être que ça peut intéresser des gens et que ton histoire va les toucher parce qu'ils auront vécu la même chose. Oui. J'étais pas au départ vraiment... C'était pas encore l'époque du grand déballage médiatique non plus qu'on a connu ensuite, donc ça devait être assez compliqué pour vous de raconter quelque chose d'aussi personnel, j'imagine. Oui, puis nous, on n'a jamais raconté, à part les belles choses dans notre famille, on a toujours gardé les choses pour nous quand ça allait pas. Donc j'étais pas vraiment, je suis pas vraiment potin, gossip et machin. Et puis un soir, je me mets sur mon iPad, puis je commence à taper, machin, puis j'écris 3-4 pages comme ça, et je lui envoie parce qu'il m'avait demandé de lui envoyer. Et en fait... j'ai continué parce que je trouvais une vraie raison de le faire pour me libérer des mots. MAUX. Et je savais pas trop ce que ça allait donner après. Et j'ai aussi, c'est tellement con, j'étais hyper contente de le faire pour ma prof de français. Ah non, mais tu as vu le plaisir que c'est que d'écrire. Non, mais c'est un moment extraordinaire, là, pour plein de choses différentes. Mais je voulais que ma prof de français soit fière lycée, de moi. Votre prof de français? Du collège. Du collège. Ah ouais, encore mieux. Vous aviez gardé du lycée, contact? pardon, oui. Vous aviez gardé contact avec Pas du tout. Mais je me suis dit, si elle est encore en vie, peut-être qu'elle le lira. Et alors, vous avez eu des nouvelles d'elle? Absolument aucun. Voilà, je ne sais pas. Ça reste de l'ordre du fantasme. Voilà, peut-être qu'elle l'a lu. Et en fait, quand le bouquin est sorti, j'ai été extrêmement étonnée du nombre de courriers, de mails, mais de lettres manuscrites aussi que j'ai reçues. De gens qui me disaient merci. Il y en a une notamment. Oh là là, c'était incroyable. Parce qu'on ne fait pas de livre sur la fratrie. Parce qu'il n'y a pas de mots quand on perd sa sœur. J'ai perdu ma sœur. Il y a pas je suis orpheline de ma sœur. Et on parle jamais de ça. Et je voulais parler des oubliés de la douleur, c'est-à-dire les frères et sœurs, mais ça pouvait aller aussi quand dans une famille il y a un enfant handicapé qui nécessite plus d'attention, les autres frères et sœurs sont obligés de s'effacer un petit peu. En tout cas, ils sont un petit peu effacés par le quotidien. Voilà, que ça engendre et la fatigue, et c'est normal. Mais pour moi, ça faisait partie des oubliés et je voulais juste leur dire, vous n'êtes pas tout seul, quoi. On est tous ensemble. Et ça vous a fait recevoir beaucoup d'amour aussi. J'ai reçu mais c'était incroyable. Mais l'aspect le plus important de ça, c'est d'arriver à, quand on écrit, en fait, on arrive à savoir ce qu'on pense. À peu près. Et donc, ça fait sortir véritablement cette pensée qui est vague, toujours informulée. Et ça permet vraiment... Par exemple, moi, là, je suis en train d'écrire un livre sur mon pays natal, le Maroc. Et en fait, j'ai pu comprendre toute mon histoire personnelle et tout mon rapport avec cette terre-là en l'écrivant, tout simplement. Et les idées que vous n'avez pas encore, l'écriture vous les fait surgir. Et c'est génial. Et écrire chez vous, Marie Fugain, est-ce que ça vous a permis de pardonner aussi? Parce que vous avez des choses à pardonner. Oui, mais j'étais pas vraiment en colère. J'étais en colère après la maladie. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est pas comme si quelqu'un avait fait quelque chose à ma sœur. Oui, mais quand il y a la mort d'un être aimé, mais c'était... je savais pas... je savais pourquoi je me levais, parce que je suis tombée enceinte 1 mois et demi après. Donc j'avais à gérer... Comme on dit, il n'y a rien pour rien. Non, rien. Elle me l'a envoyé. C'était son bébé. Mais... j'étais en colère. Non, j'ai juste... je me suis permise de dire à mes parents, dans les mots qu'on ne doit pas dire, les phrases qu'on ne doit pas prononcer, je suis mort avec ma fille en est une. Parce que quand il a dit ça, les deux en fait. Et beaucoup d'autres parents ont dû dire ça aussi. Mais ça se dit pas devant les autres enfants, quoi. Ça se dit pas dans la presse, et ça se dit pas parce que on est 2 autres. J'avais un frère, mon frère Alexis avait 9 ans, moi j'avais 29 ans, mais bon, ou 28 ans. C'est pas, il y a pas d'âge pour souffrir, il y a pas d'âge pour être l'enfant de ses parents en fait. J'arrête pas de l'être parce que... Ça vous a aussi permis de reprendre les rênes en fait de cette histoire et puis de créer la résilience en fait nécessaire au traçage de votre route après, quoi. J'ai surtout découvert que j'avais beaucoup de résilience.
Ça m'a fait, c'est la mis en relief. Ah bah oui. Et puis le fait de faire une association, de faire tout ce travail-là, c'est. Alors ça c'est maman qui s'en est vraiment occupée. Au début, moi j'étais vraiment dans l'assaut. Sauf que étant enceinte, je recevais beaucoup de courriers et j'y répondais. Je répondais vraiment à tous les gens qui m'écrivaient. Et il y a un moment, le ventre était trop gros, vous pouviez plus écrire, c'est ça. J'attends la chute là. les émotions étaient trop différentes et contradictoires en fait. J'étais encore dans la douleur et en même temps il fallait que je célèbre la vie. Bah oui. Et voilà, et j'ai dit à maman, je me retire un tout petit peu. De toute façon, je suis la sœur de Laurette, donc je parle de l'assaut et je la défends. Et évidemment, on parle du don de plaquettes, de moelle osseuse jusqu'à ce que je meure. Mais il faut que je puisse là un peu mettre des papillons autour de moi et un peu d'air là, parce que faut que je reparte dans mon monde des Teletubbies quelques mois. D'accord. Vous avez un joli pull rose fuchsia, je le dis pour les auditeurs. Très très fuchsia. Voilà. Les Teletubbies. Vous, Ariel Wiesman, c'est pas du tout la même histoire. La résilience, c'est un mot qui vous va bien parce que vous avez quand même dit des médias que vous les avez quittés parce qu'en anticipant leur déclin. Ouais, j'espère que ça ne nous concerne pas nous. Je rigole. Mais je ne le souhaite pas. Moi non plus, je me le souhaite pas. Mais c'est pas évident pourtant de se détacher de l'habitude, de la visibilité, etc., de tout ce que ça peut apporter aussi dans la vie de tous les jours et de repasser dans un état plus discret, quoi. Oui, alors en fait c'est marrant parce que de temps en temps il y a des gens qui me disent je sais pas du tout qui vous êtes, etc. Et moi je suis très content parce que en fait de ressentir une virginité, mais alors je travaille dans ma boîte, j'ai évidemment des community managers, des gens comme ça qui ont 20 ans, 25 ans, bon, et qui savent absolument pas qui je suis. C'est juste quand je leur dis j'ai fait 30 ans de Canal+, ils disent bon, ok, d'accord. Mais en fait, c'est bien aussi d'être vierge de son passé. Et je pense que de temps en temps dans la vie, offrez-vous une rupture, trahissez-vous, ne vous reconnaissez pas forcément dans ce que vous avez été, etc. Faites un nouveau truc et juste à partir de ce zéro-là, vous allez sentir un regain d'énergie, de forme, d'optimisme. Et si vous pouvez le faire, faites-le. Remettre à zéro. Ouais, remettre à zéro. C'est excitant. Hein. Par exemple, je dis pas du tout aux gens, quittez votre boulot et essayez de trouver qui vous êtes, etc. Pas du tout. Essayez de temps en temps de vous dire j'ai toujours détesté tel truc, tiens, mais je vais le goûter. J'ai toujours pensé tel truc, tiens, je vais essayer de penser le contraire. Parce que c'est là que ça se passe, en fait. Hein. Et la vie, elle est faite pour expérimenter toutes sortes de couleurs, toutes sortes de choses. Et si on se limite à toujours ce qu'on aime bien, cette espèce de vie que les gens ont de plus en plus, comme cet individualisme un peu tyran, là, qu'ils ont, genre, ah non, mais moi j'aime ça, mais j'aime pas ça, En fait, non, écoute un peu cette musique, écoute ce truc, lis ça. Va chercher ailleurs. Vous en avez besoin de ça, Marie Fugain, pour travailler un rôle et tout. Vous allez chercher dans des endroits insoupçonnables, on imagine parfois aussi. Moi, j'adore regarder les gens. J'observe les gens. Je me nourris de ça. Alors, les fois où je viens sur Paris, parce que j'habite pas Paris, quand je viens en train, en métro, je m'éclate. En fait, c'est vachement bien ça. J'adore. Je regarde les gens. Alors, j'essaie d'être discrète parce que les gens, évidemment, n'aiment pas qu'on les regarde. Enfin, ils se demandent pourquoi, surtout. Mais j'adore ça. Mais sur la prise de risque dont vous parliez, moi, j'ai vécu un peu la même chose. Je me suis lancée. J'ai quitté la France en 2011. Je suis allée vivre au Canada. Avec, en il y a un petit recommençant... accent d'ailleurs. J'espère bien. Mais c'est vrai, hein. Je le sais dessus, oui. Tout à l'heure, je me disais, mais attends, elle a un petit truc québécois quand même. Hein. Mais... Les enfants sont franco-canadiens. Et ils ont l'accent, vos enfants? Mon grand, oui, parce qu'il vit là-bas maintenant. Enfin, il est retourné. Il est sympathique. Le petit, moins. Mais j'ai recommencé à zéro là-bas. Moi, personne ne me parle. Mais mon père est revenu là-bas. Sans même prendre de risques, juste dans son quotidien, trouver la force de croire autre chose que ce qu'on croit. C'est juste s'ouvrir. Voilà, je pense que ce qui est intéressant dans la vie, c'est de réinterpréter tout le temps des choses qu'on a vues toute sa vie, de trouver une autre interprétation, trouver une nouveauté, quelque chose. Et ça permet de moins vieillir. C'est la même chose que la remise en question. Quand on se remet un peu en question,
questions de temps en temps, ça fait du bien. Enfin, un petit check-up. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis? Machin, c'est le pile stop, quoi. On change les roues. Bah, les couples, c'est toujours ça le problème aussi. C'est qu'à un moment, il n'y a personne pour dire ouais, bon, ok, bon, j'ai tort. C'est pas grave, j'y vais. Vous le faites, Ariel Wiesman? Ah, j'adore. J'adore. Vous adorez avoir tort. Ok, ouais, bah, t'as raison. Ouais, bah, t'as raison, en fait. Non, c'est bien faites ça une fois ou deux, c'est vraiment bien. Quoi. Vous aurez bien compris, chers auditeurs, qu'il faut rester l'esprit ouvert avec Marie Fugain et venir chez Miniso, bien sûr. Et puis venir et au théâtre. Voilà. D'abord chez Miniso et ensuite au studio Marie. Exactement. Je vous aurais bien gardé encore un peu plus longtemps, mais on va être obligé de couper cette émission. En tout cas, merci pour votre venue dans les studios de Sud Radio pour cet excellent. Alors attention, chers auditeurs, un conseil d'amis. La pièce écrite et mise en scène par Didier Caron avec Marie Fugain, c'est du mercredi au samedi à 20h30. Oui, et le dimanche. Matinée les samedis à 17h30, les dimanches à 15h. Le dimanche. Tu veux-tu venir un dimanche? Je suis tellement contente d'être là, ça n'a pas de bon sens. J'adore. Et puis c'est au studio Marigny, Carré Marigny, dans le 8e à Paris. Donc si vous venez, si vous êtes parisien, tant mieux. Et puis sinon, vous êtes bienvenus dans la capitale. Alors les accessoires de la marque Miniso de Ariel Wiesman. Décidément, je l'aurais fait deux fois. Donc Wiesman, pourtant je sais comment vous appelez. Ainsi que la liste des boutiques françaises, c'est à retrouver sur le site www.miniso.fr. La dernière, c'est Gare du Nord, elle est super. Donc si vous passez, vous prenez le métro, allez à la Chaussée d'Antin, c'est 58 rue de la Chaussée d'Antin, c'est top. C'est le top, 58 rue de la Chaussée d'Antin à Paris. Il y en a aussi autour. Oui, il y en a à Créteil, Soleil, il y en a à Évry. Vous êtes en train de développer sur le territoire aussi. Exactement, oui. Il y en a bravo. à Lille, à Calais, partout. Magnifique. Et puis, merci à tous les deux encore. Merci à vous. Et puis, vous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 19h sur Sud Radio. Vous pouvez retrouver la playlist C'est excellent en podcast sur Deezer. J'arrête pas de fourcher ce soir, décidément. Sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Sud Radio qui a dépassé, attention, le cap des 800 000 abonnés. Merci à tous. Merci à Bastien Malric qui réalise pour vous aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio. Bisous, les copains, la semaine prochaine. C'était excellent. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair.